Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Préinvestir. Mon nom est Mathias Haché, je suis courtier hypothécaire spécialisé en commercial. Aujourd'hui, on reçoit Renaud Bergeron, un spécialiste en efficacité énergétique, qui va nous parler de comment on fait pour optimiser des immeubles existants avec l'efficacité. Qu'est-ce qu'on doit regarder quand on magasine des immeubles récents qui nous permettraient peut-être d'aller chercher un 100 points d'efficacité. Et surtout, on va parler de construction. Comment prévoir votre projet de construction? Ça va se répondre dans ce podcast-là, donc stay tuned. Salut Renaud, ça va? Oui, bon matin, merci toi. Yes, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Préinvestir. Comme je dis à tous mes invités, ce que je veux, c'est aller chercher le plus de valeur pour les gens qui écoutent. Je veux que tu me donnes tes trucs. Puis sais-tu quoi? Même si les gens te perdent en cours de route, c'est pas grave. Je veux que tu me donnes tous tes golden nuggets que tu vois dans tes projets. Parce que tu en fais énormément des projets, on en fait ensemble. Oui. Puis je veux que tu donnes des conseils aux gens pour dire « OK, ben je m'enligne vers là ou je m'enligne vers là ». C'est un peu ça l'objectif. Donc, présente-toi, introduis-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, bien dans le fond, je me présente Renaud Bergeron. Nous, c'est Service en bâtiment IBAC l'entreprise. Anciennement, Réseau de Vinci, là, on a changé d'entreprise depuis 1 an. L'entreprise, dans le fond, avait 30 ans avant tout ça. Fait qu'on a un gros bagage en efficacité énergétique déjà, en inspection de bâtiments résidentiels, multilogements, puis en expertise variée, donc enveloppe mécanique du bâtiment, résolution de problèmes. Donc, on était déjà très bien placés dans nos connaissances quand l'APH a commencé. On avait déjà des contacts qui livraient déjà des projets dans le cadre de la SCHL dans les anciens programmes, si on peut dire. Donc, on avait déjà une petite porte, un petit pied dans la porte déjà. Ça nous a juste facilité l'entrée. Puis, avec le bagage qu'on a, puis notre vision plus, je veux dire, terrain que technique, théorique à l'arrière, ben, ça facilite beaucoup parce qu'on est capable d'aider les clients. À mon sens, c'est comme ça que je le vois, là. Ben, ça m'amène... tu me lances déjà ça, c'est même pas prévu dans mes questions, mais je vais te la poser. Il y a des différents ingénieurs. Okay? Dans le marché, moi, on en fait beaucoup de la PHLE, qui est efficacité énergétique, surtout en construction et tout ça. Et je vois la différence entre un ingénieur qui donne des bons conseils à ses clients, qui aide à optimiser le tout, et d'autres qui font juste un rapport. Une grosse différence. Oui, vraiment. Je te dirais, nous, l'approche qu'on veut avoir, c'est l'approche qu'on a dans tous les types de projets qu'on étudie, que ce soit de l'efficacité énergétique ou de l'expertise ou quoi que ce soit. On veut chercher tous les items, tous les postes dans le sujet qu'on a étudié, aller mesurer, aller chercher la composante, sa valeur, puis évaluer si cette composante-là est un problème, une optimisation, quoi que ce soit. Donc, quand on va évaluer un bâtiment en construction ou en rénovation, on va chercher tous les postes de consommation qu'on peut avoir dedans. On va avoir une valeur, donc une dépense énergétique. Puis après ça, bon, OK, celle-là est très élevée. Comment on la diminue? Quelle mesure va être bonne? Combien de mesures peuvent être bonnes? Des fois, on peut avoir 4, 5, 6 options différentes pour le même item. Après ça, bien, ça donne beaucoup de choix au client parce que lui, après ça, OK, d'ajouter un isolant R5 sur ma fondation R10, R15, bon, mais qu'est-ce que ça me coûte de 1, puis qu'est-ce que ça me donne en optimisation de 2? Après ça, lui, ça donne beaucoup de choix. Puis, c'est facile à faire. Façon de parler, oui, ça prend les connaissances pour travailler là-dedans, ça c'est une chose, mais une fois qu'on est rendu dans le projet, c'est facile d'aller modifier les paramètres, d'aller faire différentes propositions, différents matériels, différents équipements, pour avoir toujours la recette la plus personnalisée au bout de la ligne. Tu sais, là, tu as déjà devancé, là, on va y venir à comment optimiser ça, mais il y a deux facettes à la PHLE. Tu as la facette construction, qui est une partie qu'on doit battre le code, et une facette qui est d'améliorer le bâtiment jour 1 versus où on s'en va avec l'optimisation. Exact. Donc, puis il n'y a pas juste ça, en fait. On en parle beaucoup, il y a de la PHLE, mais il y a la conscience sociale aussi par rapport aux ESG qui vont de plus en plus prédominants dans le marché, qui sont déjà, au moment où on se parle, dans les discussions à l'interne des banques, dans les gouvernements et tout ça. Et les gens qui pensent que leur PHLE, que l'efficacité énergétique est portée à disparaître, arrêtez l'immobilier, je vous jure, c'est pas là qu'on s'en va, mais pas du tout. Je serais très surpris. Au contraire, je crois qu'il va y avoir des facilités de crédit pour les gens qui ont de l'abordabilité, de l'efficacité énergétique, de l'accessibilité, de la gouvernance dans leur projet, et on n'aura pas le choix de s'adapter à ça. Ça s'en va vers là. Puis, bien évidemment, on va parler un petit peu plus de construction aujourd'hui, mais on va faire un peu des deux. Parlons un petit peu au départ d'optimisation d'immeubles existants, puis après ça, on va tomber dans le vif du sujet qui est notre construction. Donc, j'ai un 6 logements, je t'appelle. Renaud, j'ai besoin de toi, je dois quantifier mon efficacité jour 1. Oui. Pour présenter à la SCHL ou au partenaire, dire, regarde, voici où je suis,
Et voici où je m'en vais. Qu'est-ce qui est les points forts d'un projet d'optimisation quand tu rentres dans un dossier, que ce soit un 50 ou un 100? Ouais, en optimisation, dans le fond, il y a quelques éléments qui sont habituellement très payants d'emblée. Dès qu'on va parler de conversion, donc si on a des systèmes qui sont gaz ou mazout, qu'on convertit vers l'électricité, automatiquement, on va couper nos GES de 92-18% là, de façon majeure parce que l'électricité produit... On attribue une donnée en GES à l'électricité, mais on s'entend que c'est beaucoup moins important qu'un combustible. Donc ça, c'est des projets d'optimisation qui sont très, très, très payants parce que de faire la conversion va permettre de optimiser la consommation d'énergie. Par exemple, si on a des gallons de mazout versus des kilowatts, bon, mes kilowatts après vont évidemment augmenter parce que là, j'ai retiré mes gallons de mazout, mais eux, j'avais une perte en combustion. Des fois, c'est de l'ordre de 30 ou 35% quasiment. Donc, automatiquement, en consommation d'énergie globale, je m'améliore facilement. Je coupe mes GES, puis je vais avoir évidemment un bâtiment qui est beaucoup plus propre au bout de la ligne. Donc, les conversions de sources combustibles vers électrique, c'est toujours très intéressant. Quand on va avoir des bâtiments aussi qui sont dus pour les fenêtres, là, des vieilles fenêtres au verre dissocié, aluminium, oui, c'est durable. Oui, ça coûte pas cher d'entretenir. C'est exemple, tu as un carreau qui est brisé, peu dispendieux de le remplacer, sauf que pour tes occupants, puis pour, je veux dire, l'intégrité, la valeur de ton édifice, c'est assez payant. On a des projets de rénovation, des petits bâtiments, là, 6, 8, 10 unités, 12 unités, où est-ce qu'avec seule cette mesure-là, on atteignait déjà notre 25%, 50 points. Okay. Donc, tu améliores ton bâtiment, sa qualité, point, puis tu améliores son efficacité énergétique en même temps. Donc, des travaux qu'on peut faire par, moi j'aime bien qualifier par opportunisme. Ça vaut la peine de le faire pour mon édifice, puis ça vaut la peine pour mon financement aussi, finalement. C'est des travaux qui sont intéressants. Donc, ces deux éléments-là sont souvent très payants dans un item, ça frappe très fort. On va avoir aussi beaucoup de projets où est-ce que le sous-sol, exemple, c'est moitié locker, moitié salle mécanique ou un logement avec un peu de locker, rangement. Mais l'isolation de cette fondation-là, les espaces salle mécanique, les espaces locker sont à peu près jamais isolés. D'aller rajouter, un styrofoam de 3 pouces, des fois, on va chercher un 10-12% d'économie d'énergie en faisant ça. C'est pas si cher que ça. Non, c'est pas dispendieux, puis c'est pas incommodant. C'est ça qui est intéressant aussi. Il faut considérer, les locataires là-dedans, parce que s'il faut relocaliser tout le monde pendant 3 mois, faire des travaux, c'est pas le fun pour eux autres, c'est pas le fun pour le propriétaire non plus. Non. Ça donne un petit peu cette chance-là. Et ça, c'est des éléments qui sont assez impactful, faciles à mettre en œuvre, puis pas trop incommodants. On s'entend à remplacer des fenêtres, oui, ça l'est, mais pas excessivement. Je veux dire, on enlève une, on met l'autre. C'est long à faire sur l'édifice, mais par item, c'est pas trop pire. Puis sinon, dans des éléments plus mineurs un petit peu, on peut tomber dans l'éclairage, donc convertir des vieux éclairages vers du LED, les pompes de douche, les robinetteries vers du plus faible débit. On va parler de plus faible débit à partir pour des robinets de 5,7 litres à la minute, maximum en fait, là, à partir en descendant. Okay. Puis pour les pompes de douche, de 7,6 litres au maximum. Donc, à partir de ces données-là, on a déjà des réductions qui sont appréciables. Des fois, avec ces deux mesures-là ensemble, on peut aller topper du 10%. Fait que ça va quand même bien. C'est non négligeable. Non négligeable. Pas trop dispendieux, parce que d'acheter un appareil faible débit ou un éclairage au LED en quincaillerie, c'est le même prix qu'un appareil standard. Donc, c'est pas très dispendieux, puis c'est pas incommodant à mettre en œuvre dans les logements. Là. Puis, je t'appelle, mais là, pour un 100 logements maintenant. Ouais. C'est la même chose? Ça peut être la même chose. Il y a des éléments qu'on va avoir plus souvent avec la mécanique centralisée. Donc, si on se ramasse avec de l'eau chaude centralisée, du chauffage centralisé, ben là, il y a peut-être des optimisations à faire sur ces équipements-là. Sur des bâtiments existants, c'est plus difficile un petit peu, mais des fois, on peut ajouter des appareils soit de récupération de chaleur des eaux grises ou de préchauffage de l'eau. Ça fait des beaux scores. Renault, exactement. Sur le marché, dernièrement, ça fait 2 ans, il m'avait approché, puis j'avais tenté le terrain avec certains clients, puis je trouve que c'est tellement une bonne idée. Oui, vraiment, c'est optimal parce que là, on parle d'une rénovation. Quand tu veux le faire dans ta construction neuve, c'est facile de l'ajouter. Puis, c'est ça, exact. Je te dirais, dans les derniers chiffres qu'on a calculés, que j'ai en tête, on va chercher 15 à 18%. Fait que ton niveau 3 de 40%, 100 points, tu peux l'optimiser avec ça facilement dans un grand bâtiment. Là. C'est ça, puis difficile à atteindre cela dans certains cas. Là. Fait que... de moins en moins, parce que les investisseurs, les propriétaires sont prêts à pousser plus loin un peu. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on sort chaque item, chaque optimisation possible. La plupart du temps, ma liste d'épicerie se ramasse à 55% d'économie potentielle. Je comprends que tu ne feras pas tout. Mais au moins, tu peux jouer dans 55%. C'est ça. C'est de voir jusqu'où tu veux aller dans tout ça. C'est parce que dans le début de leur PH, les constructeurs disaient c'est impossible d'atteindre 100 points, c'est difficile. On parlait de panneaux solaires, c'est tout.
Ouais. Tout ça. Là, on est rendu plus à jour un petit peu. Exactement. Ben, il y a beaucoup de produits où est-ce qu'on a des fiches techniques avec des données fiables aussi. Ouais. Parce que c'est facile, le meilleur exemple, Régeno, c'est facile de parler du procédé, il est efficace. Mais tant qu'on n'a pas une valeur à y attribuer, c'est dur de calculer une économie d'énergie. Ouais. On peut l'estimer, on peut le présumer, mais pour moi, en tant que technologue, je peux pas aller mettre une donnée, je prédis 18% parce que, non, ça prend un rendement énergétique quelque part de tout ça. Fait que là, on l'a entre les mains, entre autres. Fait que c'est pratique. Il ne faut pas oublier que c'est revu par les services professionnels, la SCHL. Souvent. Exactement. Donc, c'est bien beau être un professionnel, tu peux écrire ce que tu veux, mais ça va te faire challenger puis tu peux te faire bloquer. Tu sais. C'est ça, exactement. C'est important de travailler avec les bonnes personnes. Ben exact. Nous, la façon qu'on a voulu travailler, c'est qu'on a présenté le format de rapport qui était nécessaire pour répondre aux besoins. Parce qu'en fait, présenter les données du dossier, la consommation énergétique totale puis les GES, ça peut s'écrire sur 3 lignes. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que mon dossier va passer? Bon, on a demandé qu'est-ce qui était nécessaire. Ouais. On a présenté les tableaux nécessaires. Ouais. On n'en donne pas trop pour rien, pour pas perdre personne, mais on a la bonne donnée pour présenter puis que le chiffre soit, je dirais, reconnu à la toute fin. Revenons à nos boutons. Oui. À notre engagement. On a, dernièrement, c'est drôle, ça m'amène, c'est un autre point qui n'était pas prévu, mais c'est ça l'objectif, c'est de parler de Golden Nugget. Puis on a un dossier qu'on a fait, un 100 logements dernièrement. Et on avait des airs climatisés. Oui. C'est un immeuble neuf, récent, là, 2018, 2017-2018. Air climatisé, chauffe-eau, moins une bonne efficacité. Et on a été capable d'aller chercher 100 points avec un immeuble de 100 logements qui était construit en 2018, 2017, 2018, 2019. Puis on est venu optimiser pour aller chercher un 100 points d'efficacité énergétique en refinancement. Oui, mais c'est incroyable, ça. Bien, incroyable, oui. Il faut comprendre la mathématique derrière ça. Ouais. La consommation énergétique de notre référence, c'était notre bâtiment tel qu'il est avant de mettre des tampons pompes murales puis de mettre des appareils pour le chauffage de l'eau plus efficace. Donc, notre rendement énergétique avait une enveloppe quand même assez appréciable, à mon avis. Ouais. Une fenestration qui devait être assez efficace. Donc, notre point zéro en consommation est quand même bon. Mais dans notre volet climatisation, notre optimisation du chauffage puis optimisation de l'eau, c'est 3 rubriques qui restaient, qui n'étaient pas traitées, si on peut dire. Donc, à ce moment-là, ben, ça devient dans notre tarte de consommation des grosses pointes. Ouais. Fait que dès qu'on peut travailler sur ces tartes-là, ben, c'est là qu'on va gagner beaucoup. Parce que mon isolation, plus j'en mets, moins je viens à gagner en mettre. Il y a un niveau où est-ce que c'est plus intéressant. Le R80 au grenier, mettons qu'on ferait une conception d'enveloppe de bâtiment, il faut aller chercher quasiment ces valeurs-là pour atteindre notre 40% en enveloppe, vraiment en réduction de la conduction. Ouais. Donc, plus t'en mets, moins c'est payant. Tu te ramasses avec des quantités de matériaux excessives. Tandis que quand tu peux aller travailler dans des départements que tu n'as pas touché encore, comme ton eau chaude, comme ta clim, ben c'est là qu'on va gagner. Nous. Donc, je ramène ça, quelqu'un qui regarderait à acheter un deal existant mais récent, ce qu'il doit regarder, c'est ces points-là. Oui, donc, principalement. Donne-moi tes points. On a dit... On va parler de la consommation de l'eau, donc les sortes de réservoirs d'eau chaude, la source d'énergie, si c'est autonome ou centralisé. C'est quoi un mauvais réservoir d'eau chaude, mettons? Ben, en fait, un mauvais. Quand on va être dans l'électricité, ça va être standard, ça va être électrique. Donc, un Cascade, un Giant, je veux dire, c'est des appareils qui sont bons, que c'est correct. C'est la base. Mais on peut les optimiser. OK. On a un 15% qui traîne dans ça en moyenne habituellement. Parfait. Fait que ça, c'est facile. Ça, c'est important. Ça, c'est facile. Quand on arrête des appareils qui font de la climatisation murale. Si on a déjà un appareil thermopompe murale, c'est difficile parce qu'on a déjà un gain en chauffage. En réalité, c'est la thermodynamique de l'appareil qui fait que pour... façon de parler, 100$ d'énergie que je lui donne, elle m'en produit 200, 300, dépendant de la température extérieure. Fait que c'est le thermodynamique qui me produit ma charge. Fait que si j'ai déjà un appareil thermopompe, là, c'est difficile. Mais si c'est un appareil de climatisation, là, on va gagner. Puisqu'on va s'arranger pour aller maximiser énormément son facteur SEA, qui est le facteur en clim. Ouais. Fait que ça, on va gagner sur quelque chose qu'on a déjà. Puis, on va optimiser en ayant un appareil qui va être thermopompe aussi. Fait que là, on va maximiser le HSPF aussi. Juste avec ça? Potentiellement, oui. Potentiellement. C'est toujours du cas par cas parce que dans le fond, la volumétrie, la fenestration, exactement. Puis tu vas avoir finalement ton nombre d'occupants dans l'édifice. Si exemple, c'est tous des lofts ou c'est tous des 5,5, ben, le nombre d'occupants théoriques va changer. Fait qu'à ce moment-là, ça va influencer un petit peu puisque tu vas avoir plus ou moins d'eau chaude que tu vas consommer, puis ainsi de suite. C'est vraiment tous ces paramètres-là qui sont ensemble. Donc, des fois, on va prendre un projet de 18 unités. On atteint un résultat de 42%. Parfait, je prends un autre 18 unités. Complètement inverse. 32% avec les mêmes mesures. J'exagère dans mon gap de 10 points, là, mais ça peut donner des différences comme ça. Là. Donc, si vous cherchez des immeubles neufs, c'est ce qu'il faut que vous regardez pour pouvoir aller chercher le programme APH Select afin de financer à des financements qui font un peu
plus de sens. Exactement. Donc, Mais la niche de ces bâtiments-là, je crois qu'eux ne l'ont pas vraiment pensé parce qu'en fait, on tombe dans les achats refinancement qui sont des bâtiments existants. Le paramètre est le même pour tous. Mais tu as déjà quand même un bâtiment qui est, somme toute, qui est bon. Okay. Fait que de recouper sur un bâtiment bon, il faut aller vraiment pointer les bons éléments. Là. Les bons éléments. Ouais. Donc, existant, on en a parlé. On le sait qu'on peut travailler avec un rapport, puis sous promesse de faire les travaux aussi avec la SCHL, c'est très intéressant. Mais là, mon objectif, c'était de parler de construction. Ouais. OK? Moi, j'en fais beaucoup. J'en fais personnellement aussi. Oui. Tu es dans mes dossiers, Exact. dans certains cas. Parle-moi de la différence entre les deux codes, parce qu'il y a deux parties du code. Parle-moi des difficultés. Parle-moi de ça pour commencer. Après ça, j'ai d'autres questions. Excellent. Ben, disons, on va avoir le CNB 2015 qui va être pour les petits bâtiments. Donc ça va être les édifices qui vont avoir 3 étages hors sol ou moins, puis qui vont avoir 600 mètres carrés ou moins d'empreinte au sol. Okay. Fait que dans le fond, ça va être 20 unités et moins en moyenne, à part si tu as des très petits logements, disons, mais ça risque de ressembler à ce genre de bâtiment-là. Okay. Quand on va tomber à plus de 600 mètres, à plus de 3 étages hors sol, là, on va tomber dans le CNEB 2017 qui est pour les grands bâtiments. Okay. Le catch derrière ça, supposons, exemple, que je fais un 12 unités, 4 étages hors sol, je tombe quand même CNEB. Okay. Les différences qu'on va avoir, ça va être principalement sur les normalisations de l'enveloppe. Le CNEB va nous présenter toujours des valeurs qui vont être en R effectif, donc vraiment l'assemblage du mur, la valeur réelle qu'il doit avoir. Mettons le meilleur exemple qu'on peut prendre, un mur hors sol à 20,45 de facteur R effectif. Donc, quand je calcule, quand j'assemble tous mes matériaux, bon, j'ai de la brique, j'ai un espace d'air, un panneau d'isolant rigide, un montant avec de la laine, un autre isolant rigide intérieur, mon latage, mon gyps me donne 23,12. Bon, mais je dépasse cette valeur-là. Donc, automatiquement, j'ai un gain en énergie parce que je dépasse mon facteur R. Donc, le CNEB va avoir des facteurs qui sont calculés effectifs comparativement au CNB 2015 pour les petits bâtiments qui est une prescription pour un R nominal. Donc, vis-à-vis mon isolant dans le mur, je dois avoir, par exemple, 24,5. Okay. Donc, j'additionne mon isolant rigide, j'additionne mon isolant entre les montants qui est interrompu, plus mes finitions, je dois avoir au moins cette valeur-là. Fait que dans ces particularités-là, selon les matériaux qu'on utilise, puis selon l'assemblage total qu'on fait, on vient à peu près toujours à les dépasser. Parce qu'en fait, si, exemple, je prends un isolant rigide qui a un R5 par pouce d'épaisseur, ben, automatiquement, je vais pouvoir dépasser mon 24,5. J'ai 5 continus plus mon R20. Ouais. Puis même chose pour mon CNEB. Donc, on va avoir ces performances-là qui vont varier un petit peu. Puis en fait, dans le CNEB, on a des valeurs qui sont un petit peu plus faibles parce que le type de construction va être habituellement du incombustible. Ben, automatiquement, avec les assemblages qu'on va avoir, risque d'être un peu moins performant. Fait qu'il y a une petite marge de tolérance, si on peut dire, qui est appliquée comme ça. Là, tu parles de type de construction. Oui. OK. Parle-moi de, en étant dans un immeuble neuf, on va souvent avoir à décider la fenestration qu'on va mettre, à décider les aires communes et tout ça. Parle-moi de qu'est-ce qui a fait qu'un constructeur nous écoute. Il est rendu à ses plans. Ouais. Parle-moi de comment, bien évidemment, il va appeler un ingénieur en efficacité pour regarder ça, mais parle-moi de comment il doit penser son projet à la base pour dire, regarde, je le sais on risque d'avoir un bon succès au niveau de l'efficacité énergétique dans ce bâtiment-là. Oui, mais dans le fond, je vais te l'expliquer de la façon inverse, si on peut dire. Vas-y. Il n'y a malheureusement pas, mettons, de stratégie qu'on va entreprendre pour dire je vais être mieux d'avoir 2 pieds de plus de fenêtres par rapport à ci, par rapport à ça, ou des murs de 4 pouces plus haut. Je dis des exemples un peu farfelus, mais il n'y aura pas de stratégie derrière ça. Pour le thinking qu'il faut avoir, c'est que notre référence va avoir les mêmes composantes géométriques que notre bâtiment final. Donc, si je décide de mettre des fenêtres très grandes au sud, dans ma référence, je vais les avoir, puis dans mon concept final aussi. Ce faisant, je n'ai pas gagné vraiment à avoir plus de fenêtres au sud. Elles sont présentes déjà. Puis sinon, ça serait un petit peu, façon de parler, tricher de le faire comme ça, parce que là, on pourrait dire, parfait, dans ma référence, toutes mes fenêtres sont au nord, puis dans mon concept, toutes mes fenêtres sont au sud. Ça ne fonctionnerait pas comme ça. Ouais. Par contre, ce qui va être important de prévoir, avant même de faire la conception, à mon avis, on devrait tenter d'élaborer vers quelle cible on veut aller. Soit un 25% 50 points ou un 40% 100 points. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir choisir vers quoi on va se diriger. Ouais. Si on décide de faire un concept qui est plus axé sur l'enveloppe du bâtiment vraiment, ou sur la mécanique pour vraiment topper puis compléter. Là. Puis la localisation de l'immeuble va jouer aussi. Oui. Si vous êtes au Saguenay versus si vous êtes à Montréal, il y a une différence. Exactement. Les degrés jour vont influencer, fait que le facteur isolant va influencer. Puis on ne se cachera pas que pas mal partout dans la province, on prend à peu près la même conception d'enveloppe, à des petites variantes près, mais
c'est assez rare qu'on voit des constructions qui sont précisément avec 2 pouces de forme toujours sur le mur ou quoi que ce soit. Donc, mon concept qui, à Montréal, peut être en isolation 6-8% plus efficace, ben, ça se peut qu'il se ramasse sur Saguenay à peu près égal. Fait que c'est des pourcentages qu'on aurait pu perdre. Fait que la localisation avec les degrés jour peut influencer un peu. Puis ça, dans le fond, c'est normalisé directement dans les cas. Ça. Puis comment on peut minimiser ces coûts-là dans la construction? Disons, parce que bon, l'objectif, c'est de se faire accompagner ou que ça coûte le moins cher possible, mais que ça soit le plus efficace possible pour aller chercher nos points. Comment on peut minimiser ces coûts-là en disant, ben regarde, je vais faire ça de telle façon finalement, ou pas nécessairement de telle façon, mais plus avec tel type de produit, tel type de matériaux, parce qu'il y a des immeubles présentement qui sont construits un peu supérieurs au code, qui vont déjà chercher le 50 points. Hein. Même les gens, des fois, ils m'appellent, ils me disent « Matt, j'ai tel immeuble, je pense que je pourrais peut-être avoir de l'efficacité énergétique là-dedans. » Mais je dis « Peut-être que tu l'as déjà, peut-être. » Cool. Fait appelle un spécialiste, puis je pense que tu pourrais peut-être scorer. Oui, exactement. Pour, mettons, une cible à 25%, 50 points, la plupart du temps, quand on va avoir une enveloppe, comme je disais, à peu près standard, tout le temps un petit peu plus performante, mais assez près de ce qu'on vise pour une construction standard sans avoir à pousser trop loin. Des appareils de type thermopompe, de la plomberie à plus faible débit, d'éclairage au LED, puis un VRC qui aura un pourcentage d'efficacité à 0 degré. Je te dirais, on calcule habituellement de base 67 là, comme valeur de base. Okay. Avec ces composantes-là, habituellement, on est à notre 25%, ou si on ne l'est pas, ben là, on va être capable de calculer qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'atteindre. Okay. À partir de ce scénario-là, si on vient rajouter pour des petits bâtiments avec des chauffe-eau autonomes, disons, si on vient ajouter un chauffe-eau qui a une thermopompe intégrée, ben là, on vient jumper au 40% au 100 points sans d'autres efforts. Fait que le surcoût de ça, on parle de 2500 par appareil, en moyenne, 2500 à 3000. Ben à ce moment-là, ça vient facile à calculer là, si ça vaut la peine d'aller vers ça. Alternativement à ça, il faut majorer énormément l'enveloppe. Donc, avoir une isolant rigide qui aurait 3 pouces d'épaisseur avec une laine à haute densité pour les murs. On parle des scénarios les plus récents qu'on a calculés avec ces recettes-là. R24 pour notre fondation, R15 pour la dalle, qui est une dalle sous-sol, qui n'est même pas une dalle sur sol encore. Ouais. R80 dans notre grenier, du vitrage trip. Puis on va chercher les thermopompes, les échangeurs d'air top du marché. Là. Tout à l'heure, on avait des appareils satisfaisants. Là, on va chercher vraiment top du marché. Okay. Puis on flirte avec le 40, là, 40.1, 40.2, 39.8. J'ai pas entendu de panneau solaire. Non, pas dans ça. Pas dans ça, malheureusement. Là, non. Hein. Puis, Renaud, dans un cas où on va chercher un immeuble 3-4 étages de stationnement souterrain, on va chez 2 ascenseurs, un immeuble en béton, c'est-tu différent? Honnêtement, c'est différent, mais c'est différent, mais ça revient du pareil au même jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, si exemple, on a une construction qui est entièrement béton, notre normalisation va changer un petit peu aussi. Les performances vont varier, vu qu'on est avec une ossature de béton. Ce faisant, notre mur est moins efficace, mais a le droit de l'être aussi. Okay. Fait que les barèmes viennent à s'ajuster un peu en conséquence. En tout et partout, on finit par obtenir les bons résultats quand on est capable d'avoir toutes les composantes qu'on veut optimiser, si on veut dire. Puis à quel moment un constructeur doit t'appeler? Parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui disent « je le rentre quand, l'ingénieur d'efficacité énergétique? » Je parle, tu sais, ça prend quoi? Est-ce que mes plans de construction doivent être faits ou pas? Est-ce que, tu sais, à quel moment on le fait? Ouais, idéalement, nous, on va travailler quand les plans vont avoir les dimensions générales de l'édifice assez finales. Puis les non pas nécessairement la mécanique, mais au moins les dimensionnements des fenêtres aussi. Okay. Puis la sélection vers quel type d'équipement mécanique on veut aller. OK, je vais être centralisé au gaz pour mon eau, je vais être électrique autonome dans les logements, puis autonome pour mes échangeurs d'air. Parfait. À partir de là, c'est le plus tôt qu'on peut travailler. On va pouvoir proposer la performance minimale de la coupe de mur. Les performances minimales en eau chaude, en chauffage, en clim, en ventilation, en plomberie, en éclairage. Fait qu'avec ça, on peut proposer vraiment les barèmes pour une cible à 25 à 40%. Au lieu d'avoir dessiné puis d'avoir conçu plein de choses, ça donne les barèmes qui sont souvent, malheureusement, je vais dire sous-estimés. Si on recule de 3 ans, disons, la construction, là, souvent sous-estimé, bon, parfait. Mais avant, on prenait, bon, j'ai besoin d'un chauffe-eau centralisé au gaz, parfait, j'ai besoin de X gallons, je prends lui X gallons, mais c'est le pourcentage d'efficacité nous qu'on va regarder. Tu aurais pris l'autre à côté qui est 6% plus efficace, on vient de le gaspiller. Tu sais. Fait que ça vient de coûter cher de faire affaire avec un professionnel plus tard dans la transaction. Un peu comme nous, quand on fait du financement, les gens, plus ils viennent nous voir rapidement dans le projet de construction, plus on est capable de donner des stratégies de financement puis d'optimiser les facettes. Mais si on arrive à un stade où le dossier est déjà parti, on peut reprendre le tout en main, mais c'est beaucoup plus difficile, puis on vient de perdre peut-être des virgules qu'on n'aurait pas optimisées. Exactement. Puis dans la construction, c'est facile parce que on part sur une barre blanche.
C'est ça. Ça prend quelques lignes, puis là, on peut commencer à dessiner nous autres aussi dessus, si on peut dire. Ouais. Mais on part avec une page blanche, c'est facile. Puis le phénomène inverse, on le voit aussi avec des projets de rénovation. Des fois, les gens arrivent, bon, je viens juste de compléter mes travaux, c'est ça, faudrait les calculer. Ah, désolé, monsieur le client, on arrive à 38,5. Si t'avais pris tel isolant, t'aurais tombé à 41 ou tel équipement ah, ben là, je changerais pas mes thermopompes que j'ai mis. Ben non, je comprends, c'est sûr que non. Mais malheureusement, on vit avec les résultats qu'on a. Là. Et voilà, ça coûte cher. Exact. Est-ce que, on va parler du futur maintenant. Oui. Où tu penses que ça s'en va? Ben en fait, là, à voir comment le marché des investisseurs, des constructeurs, des promoteurs est intéressé à avoir des bâtiments d'une part de qualité, mais d'une autre part efficace pour se distinguer. Ben, je crois que le volet de l'efficacité énergétique, en fait, est un volet qui est un peu caché dans le cadre du programme de la PH Select, mais il prend beaucoup de galons parce qu'il est utilisé. Il est plus facile à atteindre que ce que les gens pensent, puis il donne une belle distinction au bâtiment. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si ton bâtiment est efficace, oui, ça coûte moins cher en énergie, c'est une chose, mais tes locataires ont des logements qui vont être confortables aussi. Ça, c'est avantageux, parce qu'avoir un logement qui est super beau, qui est A1 en visuel, mais que les portes patio au gel, puis dans la chambre, la fenêtre est ben trop grande pour la pièce, puis c'est trop froid, c'est pas avantageux. Donc, ça donne une distinction à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que, comme je te disais, il y a une mentalité qui va vers ça. Ça fait longtemps qu'on parle du développement durable, de l'éco-énergie, puis ainsi de suite, mais on devient de plus en plus devant le fait accompli que c'est un des barèmes importants, puis qui est pensé souvent au départ. Y a-t-il des choses qui vont changer au niveau du code, tu penses? Si on prend le comparable pour le CNB, à l'époque, début 2000, le nouveau climat a été mis en marche. À cette époque-là, c'était la loi d'efficacité énergétique 97 qui était appliquée. Okay. Nouveau climat, c'est un peu une pratique finalement pour le nouveau code. En 2012, à peu près tout nouveau climat est intégré à part certaines composantes, mais la grande majorité est intégrée en 2012. Donc le code est devenu nouveau climat. Il y a un nouveau climat 2 qui est en cours maintenant, qui est plus efficace que le code, évidemment. À mon avis, ça risque d'être une tangente comme ça qui va se suivre. Sur combien de temps, c'est difficile à dire, mais assurément que les barèmes d'efficacité vont augmenter à moyen terme pour les normalisations. Là. Il y a beaucoup de monde qui me demande, Matt, ça s'en va où la PH Select? Moi, je pense que c'est pas porté à disparaître, je vous l'ai dit au début du podcast, mais moi, je pense que peut-être qu'il va y avoir des resserrements un peu plus, à avoir des immeubles un peu plus efficaces aussi à certains égards. Et je crois qu'éventuellement, les prêteurs vont donner des nananes aux clients qui vont... Là, on en a déjà pour de l'abordabilité. Oui. Tu mets de l'abordabilité, tu as un 10 bips, un 10 points de rabais sur ton taux, ce qui est dans un projet de 15 millions, 20 millions, sinon ça va vite, oui. Mais dans un projet d'efficacité énergétique, on n'a pas encore de nananes, mais je vous le dis, ça s'en vient. C'est tourné présentement en décembre, mais 2023. Fait que peut-être que quand le podcast va sortir, ça va déjà être en place, mais je pense que dans les prochains mois, années, on va voir les prêteurs peut-être plus venir donner certains nananes aux constructeurs, aux investisseurs qui vont travailler avec l'efficacité énergétique, comme on travaille avec l'abordabilité. Je pense que ça fait partie des normes ESG, je vous le dis au départ, et c'est super intéressant. Renaud, est-ce que c'est pas prévu, mais toi, de ton côté, avoir des projets comme ça, est-ce que ça doit t'intéresser peut-être à essayer d'en faire un jour? Est-ce que tu as des... Là, on parle de Renaud. Ouais. Renaud, là. À part Emax, qu'est-ce que toi, tu comptes-tu faire d'investissement éventuellement? Honnêtement, j'ai tellement pas de vision vers ça. On dirait que j'ai le nez dans ça à la journée longue. Hein? C'est ça. On dirait que quand je sors du bureau, je ferme le portable, on dirait que ça m'intéresse plus vraiment. Puis une force ou une faiblesse, on dira. Mais au moins, je suis pas accroché à penser tout le temps à ça, nuit et jour. Et je sais pas à quel point j'aurais de l'intérêt. Okay. À court terme, assurément pas. À voir pour le futur, peut-être. Mais actuellement, non, ma tête n'est pas vers ça. Pas du tout. Question que je pose, je te l'avais jamais posée, mais je me suis dit que ça serait le fun de voir un peu de ce côté-là. Parfait. Puis de votre côté, dans les dernières années, il y a une croissance quand même assez importante dans l'entreprise, j'imagine, parce que, vous étiez déjà au travail avec, tu dis Réseau de Vinci, mais avec la PH Select, il y a eu un gros boom, là. Il y a dû y avoir de l'adaptation au niveau business parlant, là. Ça a dû être assez... nous, les premiers qu'on a livrés dans vraiment APH, on a commencé en février 2022 à commencer à prévoir des premiers projets. Ouais. Dans les autres moutures des programmes de la SCHL, on livrait 10 à 12 projets par année, disons. Là, depuis février 2022, ça fait environ 1300 projets qu'on a livrés jusqu'à date. Fait que c'est un mur qui est arrivé tout d'un coup. On l'a vu dans tous les ingénieurs, tout le monde avait beaucoup d'heures à mettre. Exact. Mais c'est des projets qui sont intéressants parce que là, on est vraiment avec le client qui va optimiser ses affaires, qui va avoir des bons conseils. Puis nous, c'est de cette façon-là qu'on veut travailler. On ne veut pas prendre une information, puis regarde, t'arrives à ça, je ne ferai pas ça. Non, c'est ça. Nous,
on veut aider, puis on vise d'optimiser là, autant le bâtiment, mais le monde de l'immobilier un peu par la bande. Là. Parfait. Ben, c'est super. Écoute, Renaud, merci énormément. Merci à toi. Beaucoup de valeur qui a été envoyée. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient, je fais-tu l'efficacité ou non? Il y en a qui se décourageaient, ils disaient 40 points, 40%, c'est difficile et tout ça. Ben, on le voit qu'il y a quand même une manière de le faire de façon intelligente parce que ça ne coûte pas nécessairement trop cher, mais que ça apporte un certain financement plus attrayant aussi à votre coût. Puis je le dis à tous mes clients, je dis, fais ton calcul, regarde, niveau de ta valeur économique de ton financement, tu arrives où par rapport à c'est exactement ça qui est important. Puis comment ça te coûte? Puis après ça, tu prends le pour et le contre. Tu dis, OK, ça me coûte tant, mais je vais chercher tant de plus de financement. Est-ce que c'est correct pour toi? C'est à toi d'en juger. Puis ça, tu le fais au départ, avant de faire tes plans, avant de commencer ton projet. Peut-être qu'il y a un 50 points avec les taux qui vont descendre, ça va être suffisant. Puis c'est correct, tu sais, ça peut être ça. Donc, rentrer les professionnels tôt dans votre transaction, je pense que j'en tire une bonne conclusion de ça dans notre podcast. Ben exactement, ça permet de bien se diriger. Puis, ce que je dis souvent aux gens, oui, c'est possible d'atteindre les niveaux qu'on va aller chercher. Il faut quand même être prêt à faire les travaux qui vont en conséquence. Ça ne sera pas un claquage des doigts, mais néanmoins, il y a des solutions faciles, intéressantes à aborder. Puis, au bout de la ligne, ça reste des bâtiments, des objets, puis ça reste de l'argent qu'on met dans le bâtiment. Fait que c'est de voir ce bâtiment-là, il y a besoin de combien d'argent, puis si on est prêt à aller jusque-là, c'est un peu niaiseux de le voir comme ça, mais il reste que la mathématique, c'est juste ça. Là, Exactement. Merci, Renaud. Ben, merci à toi.